Bonsoir à tous. Du changement sur les fiches de paie des fonctionnaires. Le revenu a été majoré. Quels sont les points sur les bulletins de salaire qui connaissent ces augmentations? C'est ce qu'on verra dès le début de ce journal. Que faire après le bac? Une question qui hante les nouveaux bacheliers, inquiets de faire le mauvais choix. Un mauvais choix que certains ont dû faire, vous le verrez, et qui en souffrent encore aujourd'hui. Et puis en Éthiopie, des millions de personnes sont touchées par la famine. Un navire affrété par l'ONU est à Djibouti, chargé de 23 000 tonnes de blé. Mais d'abord, pour réduire le taux de mort sur les routes ivoiriennes, le gouvernement instaure le permis à points. Pour chaque infraction routière, le conducteur verra ses points retirés jusqu'à l'annulation de son permis. Une annonce qui suscite chez les acteurs du transport des réactions diverses. On y reviendra plus largement lors de notre prochaine édition. On vous en parlait hier, l'augmentation du revenu des fonctionnaires et agents de l'État, une revalorisation qui fait suite à l'annonce du 6 août du président Ouattara. Si cette nouvelle ravit plus d'un, quels sont les points sur les bulletins de salaire qui connaissent ces augmentations? Les précisions de Thiemé Danger et Fulgence Quissier. Des fonctionnaires impatients d'avoir leur relevé aux portes de la direction de la solde, sur les mines, se lisent empressement et joie en lien avec les mesures sociales en leur faveur annoncées par le président de la République dans son adresse à la nation du 6 août dernier. Il y a plein qui n'en croient pas leurs yeux. Ils ne croient pas que vraiment ça va. On allait avoir ces acquis. Parce que ils disaient que c'était peine perdue. Mais ce qu'on demande là, c'est beaucoup. Est-ce que le gouvernement peut? Mais le gouvernement a fait. Donc ils vont voir d'abord la réalité sur leur bulletin de solde. Et puis maintenant aller faire leur retrait dans leurs différentes banques. Aujourd'hui, la solde est prise d'assaut. Parce que tout le monde veut voir, après avoir pris ces mesures à la caisse des différentes banques, ils veulent constater sur le bulletin que c'est effectif. Si certains affichaient un scepticisme certain 3 semaines en arrière, c'est désormais effectif. Les salaires des fonctionnaires et agents de l'État connaissent une bonification sur 3 chapitres. Primo, la prime de transport. Celle-ci se présente sur le bulletin de salaire comme suit. 7 000 à 20 000 francs CFA pour le Grand Abidjan. 7 000 à 15 000 francs CFA pour les fonctionnaires à Bouaké, 5 000 à 15 000 francs CFA dans les autres chefs-lieux de région, 5 000 à 10 000 francs CFA dans les villages. Secondo, l'indemnité de logement. Ce chapitre se décline comme suit. 40 000 francs CFA en moyenne aux fonctionnaires qui n'en bénéficiaient pas, une revalorisation de 20 000 francs CFA à ceux qui en bénéficiaient. Tous les agents publics, désormais bénéficiaires de l'indemnité de logement. Tertio, l'allocation familiale. Sur ce point, il est constaté sur le bulletin de salaire des agents publics une bonification de 2 500 à 7 500 francs CFA par enfant, de quoi faire jubiler les bénéficiaires. Dans le monde, on va dire, de la politique, il y a beaucoup d'annonces qui sont faites, beaucoup de promesses. Ils ne sont pas toujours suivis. Nous constatons donc 3 semaines plus tard l'effectivité sur nos bulletins de salaire. En moyenne, c'est au moins 40 000 francs d'augmentation pour ceux qui avaient déjà l'indemnité de logement. Mais ceux qui n'avaient pas l'indemnité de logement, il faut dire que ça varie de 80 000 à 100 000 d'augmentation pour ceux qui viennent d'avoir l'indemnité de logement. C'est des acquis vraiment qui nous donnent vraiment une bouffée d'oxygène. Je suis allé vérifier à la banque. J'ai constaté que mon salaire a augmenté. C'était vraiment un ouf de soulagement pour moi. Dernier chapitre, la prime exceptionnelle de fin d'année. Cette mesure inédite et historique représente 33% du salaire de base indiciaire, soit un effort financier de 227 milliards de francs CFA par an et 1135 milliards de francs CFA sur 5 ans. C'est un effort financier qui a été fait. Et cet effort aussi, il est connu, c'est autour de 110 000 milliards pour les 5 années. C'est exceptionnel, c'est salutaire. Nous disons merci au chef de l'État pour ces efforts considérables parce que ça fait 1000 milliards 135 millions. C'est énorme. Et pour ce que nous constatons aujourd'hui pour la vie chère,
c'est une bouffée d'oxygène pour tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Le 13e mois encore viendra nous permettre de fêter dans la quiétude parce qu'habituellement, nous avons des difficultés. Après la fête, comme on le dit, c'est la défaite, mais grâce au président Alassane Dramane Ouattara, après la fête, nous serons encore debout et nous disons merci. Pour rappel, en contrepartie de ces acquis importants, fruits du dialogue social, les organisations syndicales du pays, signataires du protocole d'accord, se sont engagées à observer une trêve sociale sur un quinquennat. Après le bac, ils ont fait le choix de filières qui offrent peu de débouchés, des filières qui mènent plus au chômage qu'à l'emploi. Mal conseillés, mal orientés, ils nous livrent leur témoignage à l'approche de la rentrée estudiantine. Mardoché Kwasi, Tanguy Kona. Bonsoir à tous. 104 300... Raïssa Touré est aujourd'hui journaliste dans une radio de la place. Mais avant d'en arriver là, son parcours supérieur n'a pas été un long fleuve tranquille. La faute à son orientation post-baccalauréat dans une filière dont elle ignorait complètement le contenu et qui lui offrait finalement peu de débouchés. Ça n'a pas été un choix, ça a été une orientation par défaut parce que je n'ai pas choisi de faire les ressources humaines, on m'a orienté là-bas. Donc j'avais seulement l'objectif d'avoir le diplôme, le BTS. Comme elle, de nombreux étudiants sont orientés dans des filières méconnues, aux débouchés pas vraiment évidents sous nos cieux. Ces filières leur ont été soit conseillées par des proches, ou encore attribuées par défaut par le système. Après le bac en 2006, j'ai postulé en géographie, physique, chimie et maths info. Et lors des résultats, je me rends compte que je suis orienté en psychologie. Ça n'a pas été facile pour moi parce que je ne connaissais même pas la filière. On m'a orienté ici comme ça. Étant donné que je ne pouvais pas faire autrement, sinon je voulais faire sciences éco. Maintenant, le temps de faire la réaffectation, tout ça, là, ça prend du temps. Et puis, tu vas perdre le temps encore. Donc, j'ai préféré faire en même temps. J'ai toujours voulu être douanier. Bon, étant novice en classe de terminale, on envoie des conseils d'orientation. Et ils posent ma préoccupation, comment arriver et comment faire pour devenir douanier. On dit, bon, va en criminologie. Donc, moi, je m'attends à ce que quand j'arrive en criminologie ici, on mette une option douane ou bien quelque chose comme ça. Ben, je viens, je tombe sur les sciences comme le droit, la sociologie, la criminologie, les mathématiques. Il dit, ben, qu'est-ce que c'est ça? Si certains se sont adaptés et s'y sentent très bien au point d'envisager sereinement leur avenir, d'autres s'inquiètent du manque de perspectives claires en termes de débouchés, s'ils n'en sont pas déjà victimes. La situation des débouchés est toujours la même pour l'université. Il faut avoir un doctorat et puis postuler à l'université. Or, depuis, je pense, sa création, la psychologie n'a existé qu'à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et donc, on ne peut pas recruter tous les doctorants, les docteurs autant pour moi. Tous les docteurs, c'est difficile. Donc, tous ces, même, il y a plein d'amis qui ont le doctorat, qui aujourd'hui sont sur le carreau. Donc, au privé, c'est toujours un peu difficile parce que, à peine nous sommes bénévoles et on sait comment le bénévolat se termine. Par des salaires impayés, et c'est ce que nous vivons. Au fait, quand tu viens en anthropologie, là, pour pouvoir travailler bien, là, tu dois arriver au doctorat. Quand tu arrives au doctorat, c'est plus facile pour toi de travailler. Ça me fait mal, ça me cœur un peu de voir que, après avoir fait toute cette étude-là, il n'y a pas une orientation spécifique pour l'étudiant criminologue. On voit ici, il y a plusieurs étudiants de criminologie ici qui ont le diplôme et on les voit après faire des équivalences pour partir soit en droit. C'est-à-dire que toi, tu trouves ta matière que tu es en train de faire là un peu inutile. Normalement, quand un étudiant arrive à ce niveau-là, il est censé être inséré. Mais pour l'étudiant criminologue, c'est un peu difficile. Les plus courageux qui en ont la possibilité décident carrément de changer de trajectoire jusqu'à trouver ce qu'ils recherchent. Et ensuite, je suis allée en marketing, communication, publicité. Là aussi, ça a été un choix comme ça. Je me suis retrouvée dans une radio. Ils recrutaient des personnes en marketing. Mais je voyais des journalistes souvent dans le hall, là, défiler. Ils partaient prendre des sons. Donc, je me suis approchée du rédacteur en chef de cette radio-là. Et puis, je lui ai dit que je voulais essayer le métier. Et c'est ainsi que j'ai appris au fur et à mesure. Et là, je suis tombée amoureuse de ce métier et aujourd'hui, je le pratique. D'autres, par contre, préfèrent croire en un lendemain meilleur au terme de leurs études dans ces filières méconnues et appellent les autorités à créer plus de débouchés pour ces filières dites méconnues. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire doit privilégier l'étudiant criminologue sur certains domaines.
notamment la police, les douanes, la gendarmerie. On attend que l'État ouvre des concours pour des psychologues dans tous les domaines. Mon souhait aujourd'hui, c'est que l'État de Côte d'Ivoire puisse se pencher sur l'avenir du criminologue, sur l'insertion socio-professionnelle des criminologues. La question de l'inadéquation entre la formation et les offres d'emploi en Côte d'Ivoire demeure un énorme défi à relever. Chaque année, ce sont des milliers de jeunes diplômés qui viennent grossir le rang des chômeurs faute d'offres adaptées à leur formation. Des réformes s'imposent, donc une meilleure employabilité de ces jeunes. Ils ont encore le temps de réfléchir à ce qu'ils veulent faire après le bac. Les élèves admis au CEP se préparent à découvrir le collège à quelques jours de la rentrée. Ils se familiarisent avec les nouvelles matières qu'ils devront apprendre, comme nous le montrent Mithilène Legré et Fulgence Kissiedo. David est l'un des élèves admis au CEPE. À quelques semaines de la rentrée des classes, sa sœur aînée lui apprend les bases des nouvelles matières qui s'offriront à lui dès le début des cours. Comme il vient d'entrer en 6e, et donc j'étais en train de le préparer à affronter la 6e. Je pense parfaitement qu'il est prêt. Ce qui me fait le plus plaisir de rentrer en 6e, c'est de rencontrer de nouveaux amis. Sa mère, quant à elle, s'attelle dans l'achat des fournitures scolaires. J'ai acheté les livres d'anglais, les livres de maths, les livres de SVT. C'est presque la rentrée. J'ai acheté pour lui pour que c'est la rentrée, il va penser à parler à l'école. Comme David, ils sont nombreux à se préparer pour affronter leur nouvelle vie scolaire. Ils s'accommodent déjà à l'anglais pendant les cours de vacances. Il est important d'apprendre l'anglais parce que c'est une nouvelle langue pour eux. S'ils arrivent en 6e, et puis ils n'ont pas appris pendant les vacances, pendant les cours de vacances, ils n'ont pas appris l'anglais, qu'ils arrivent, ça sera un peu compliqué pour eux. Donc c'est mieux d'apprendre l'anglais pendant les cours de vacances et puis aborder mieux la rentrée pour mieux s'exprimer devant les différents professeurs. Ce que je me fais de plus plaisir, c'est que je bosserai mes leçons. Il y a plus de nouveau que pour compter en anglais. Il faut toujours apprendre tes leçons. Je suis prête à affronter à 6e. Je suis heureuse d'aller en 6e parce que quand j'étais au CM2, j'aimais l'anglais. Ce qui me fait le plus plaisir de savoir que je vais en 6e, c'est l'anglais. Pour la rentrée académique du 12 septembre prochain, c'est plus de 4000 élèves admis qui feront leur entrée en 6e sur toute l'étendue du territoire ivoirien. La friperie, une alliée pour la rentrée. Pour certains parents, ils sont nombreux à se rendre dans les friperies pour trouver les uniformes scolaires ou encore les sacs d'école des enfants. Une formule gagnante pour le portefeuille selon ces derniers. Mithilène Legré. Marché de Côté dans la commune de Yopougon. Ici, plusieurs s'adonnent à la vente des friperies d'articles scolaires. Des uniformes en passant par des sacs, tous se retrouvent dans les friperies. Estelle est étudiante. À chaque rentrée, c'est dans ces friperies qu'elle achète son uniforme. Je vais acheter ma tenue parce que ici c'est moins cher. Si je vais payer les tissus et puis coûte, ça va me revenir cher. Ici c'est moins cher. Souvent les blancs de 500, souvent 1000 francs. Et puis les bleus on fait moins cher à 2000, 2600. Si les parents d'élèves ont une préférence pour les friperies, c'est à cause de leur prix suffisamment bas. Il y a ça de 1000 francs, il y a ça de 2000, 3000, n'importe l'argent tu es là. Si tu viens ici, là, tu peux gagner. Depuis des années, c'est ici qu'Elodie achète les cartables de ses enfants à chaque rentrée scolaire. Je préfère les sacs de friperie parce que c'est d'une bonne qualité. Voilà, c'est très bon. Tu achètes, tu as ça peut-être 2 ans, 3 ans, c'est bon. Par rapport aux autres sacs. Un sac, mais tu peux avoir ici peut-être à 5 000. Là-bas, on peut te dire 15 000. La vente des friperies d'articles scolaires à la veille de la rentrée des classes est un business pour bon nombre de commerçants. Comme le mois de septembre a commencé, on fait arranger de ça pour prendre le sac pour aller revendre. Ce n'est pas un prix fixe comme c'est le marché de friperie. Comme c'est chaque sac a son prix, mais comme nous qui commerçants qui parlent en gros beaucoup là, on fait un peu de diminution. Là, nous on vend un peu pour gagner un peu de bénéfice dessus. En s'adonnant au commerce des friperies des articles scolaires, ces commerçants disent vouloir permettre aux parents d'élèves de préparer la rentrée à moindre coût. Comment naviguer sur Internet à moindre coût sur le continent? Cette question était au cœur des échanges de la 13e réunion du CRTEL de l'UMOA. Le colloque qui s'est ouvert à Abidjan ce mardi prendra fin en fin de semaine. Les précisions de Salif Yalekoué et Mathurin Badé. Après Ouagadougou, Abidjan accueille depuis ce mardi
La 13e réunion du CRTEL, Comité des régulateurs de télécommunications de l'UEMOA. Ces assises vont plancher sur plusieurs sujets, dont le faible taux d'accès à l'Internet pour une grande partie de la population. L'un des points inscrits à l'ordre du jour est le tarif social. Quel est le tarif auquel toute personne, indépendamment de sa situation, peut rester connectée à Internet? C'est une préoccupation pour nous. Avant que ça nous coûte moins cher, il faut investir. Et c'est peut-être ces investissements-là qui doivent être amplifiés pour pouvoir couvrir l'ensemble des zones. Il y a des zones reculées qui n'ont pas accès encore au signal téléphonique, qui n'ont même pas accès, par exemple, à l'électricité. À plus forte raison, un signal de téléphonie mobile. Mais nous travaillons aussi à l'amélioration de cette couverture-là. Nous considérons que les zones les plus couvertes, c'est 30%. Nous avons élaboré ce qu'on appelle un programme régional de développement de données numériques que nous venons de boucler. Nous allons le soumettre à une table ronde des bailleurs de fonds pour pouvoir mobiliser des financements pour réaliser un certain nombre d'infrastructures. Nous avons aussi des activités dans le sens de l'amélioration de l'accès aux services numériques, par exemple les services publics. Nous avons identifié un certain nombre de services publics numériques prioritaires dans notre espace communautaire, aussi bien à disposition des ménages que des entreprises. À l'ouverture des travaux, le président du Conseil de régulation de l'Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, Dr Souleymane Poti Diakité, a indiqué qu'il s'agit de trouver des solutions efficaces et pérennes pour une amélioration de la qualité des services. La réunion de 72 heures d'Abidjan regroupe les représentants venus du Burkina Faso qui y participent par visioconférence, du Bénin, du Togo, du Niger, de la Guinée-Bissau, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, à l'exception de ceux du Mali. Après 5 ans en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur d'Algérie, Boumedienne Guénad, est en fin de mission. Il a été reçu par le président du Conseil constitutionnel ce mardi, l'occasion d'échanger avec Mamadou Koné, mais aussi de lui faire ses adieux, comme l'a constaté Mardoché Kouassi et Tanguy Konin. Fin de mission pour l'actuel ambassadeur d'Algérie en Côte d'Ivoire. Avant de regagner son pays, le diplomate algérien a tenu à faire ses adieux au président du Conseil constitutionnel, une occasion pour les deux hommes de faire le point de la coopération entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire, mais aussi de sa mission de 7 ans en Côte d'Ivoire. Au cours de notre entretien, nous avons fait un peu le bilan de ce qui s'est fait entre ces deux institutions et nous avons parlé également des prochaines échéances qui pourront être concrétisées. La réalisation la plus importante qu'on a pu faire, c'est la visite d'État que le président de la République, M. Alassane Ouattara, a effectuée en Algérie au mois de mai de 2016, qui a été couronné de 3 accords et d'entretiens très fructueux. Avant de prendre congé de son hôte du jour, le diplomate algérien a reçu des présents des mains du président du Conseil constitutionnel, qui lui a souhaité le meilleur pour la suite de sa carrière. Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie ont pris un coup d'accélérateur en 2016 avec la visite d'État du numéro 1 ivoirien en Algérie et la réactivation de la commission mixte de coopération qui ne s'était plus réunie depuis 1996. À l'étranger, un navire affrété par les Nations Unies chargé de blé est arrivé à Djibouti. Cette cargaison de l'ONU de 23 000 tonnes est destinée à des millions de personnes souffrant de famine en Éthiopie. Pierre Dipomélin. Le vraquier MV Bragg Commander, qui transporte 23 000 tonnes de céréales, notamment du blé ukrainien, a accosté à Djibouti, la ville portuaire de la Côte d'Afrique, 2 semaines après avoir quitté un port de la mer Noire en Ukraine. Les denrées alimentaires contenues dans le Brave Commander permettront de nourrir 1,5 million de personnes pendant 1 mois en Éthiopie, selon le directeur du Programme alimentaire mondial pour l'Afrique orientale. Cette opération onusienne a été possible grâce à une signature d'accord par l'Ukraine et la Russie, 2 gros exportateurs de céréales en guerre depuis plusieurs mois. La nourriture contenue dans le Brave Commander permettra de nourrir 1,5 million de personnes pendant 1 mois en Éthiopie. Cela a donc un impact très important pour ces personnes qui n'ont actuellement rien. Le Programme alimentaire mondial sera désormais en mesure de répondre à leurs besoins fondamentaux. Nous avons déjà constaté une réduction de 15% des prix du blé dans le monde depuis le lancement de l'initiative de la mer Noire. Ce que nous voulons, c'est voir davantage de nourriture circuler. Nous avons besoin du point de vue du Programme alimentaire mondial, 2 millions de tonnes dans cette région.
Rien qu'en Éthiopie, les 3/4 de tout ce que nous avions l'habitude de distribuer provenait d'Ukraine et de Russie. Le nord de l'Éthiopie subit une profonde crise humanitaire causée par un conflit qui dure depuis novembre 2020 entre gouvernement et rebelles de la région du Tigré, tandis que le sud et le sud-est du pays font face à une sécheresse historique qui frappe la Corne de l'Afrique, la pire depuis au moins 40 ans. Selon le PAM, 22 millions de personnes sont menacées de famine à travers la région, notamment en Somalie, en Éthiopie et au Kenya. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.